Madame la ministre, chère Françoise Gatel, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs les présidents d'unions départementales et territoriales, mesdames et messieurs les membres du Bureau national, du Conseil national, du Conseil d'administration de l'UNCAS, et je salue en particulier notre président honoraire Patrick Caner, et une salutation, je ne sais pas si elle est là aussi, pour Joël Martineau. Chers collègues, chers agents de nos CCAS, chers salariés de l'UNCAS, chers partenaires, merci à tous pour votre présence. Je le dis, vous êtes nombreux. Pour la dernière fois, ça a été rappelé, dans cette salle de la Mutuelle nationale territoriale, dont je salue son président, M. Didier B., représenté ce matin par son DGA, puisque nous allons, c'est annoncé sur les écrans, déménager dans quelques jours dans de nouveaux locaux, avenue Dominil, près de la gare de Lyon. Je vous souhaite, comme de tradition, à toutes et à tous, au nom du Conseil national, du Conseil d'administration et du Bureau national de l'UNCAS, évidemment une belle et heureuse année 2026, pleine d'engagement au service de nos concitoyens. Cette cérémonie est un peu particulière, tu l'as rappelé, cher Olivier, parce que c'est la dernière du mandat qui a débuté le 11 décembre 2020 et elle se tient l'année de notre centenaire. Et oui, l'UNCAS, je le dis à chaque fois, est la deuxième plus ancienne association de maires, après l'Association des maires de France, dont j'ai le plaisir d'être aussi avec Marilène au bureau exécutif, créée l'AMF en 1907, l'UNCAS en 1926, à Roubaix, tu le rappelais tout à l'heure, cher Patrick, le bureau de bienfaisance, aujourd'hui nos centres communaux d'action sociale. Je crois que nous pouvons être fiers de notre bilan collectif, et je formule le vœu que cette manière de travailler transpartisane, c'est une association transpartisane, on a fait du bon boulot, je vais y revenir, au service de nos concitoyens, puisse se poursuivre lors du prochain mandat. Par son rôle d'observation de la demande sociale, de coordination au plan local, mais aussi par sa gouvernance collégiale qui en fait un lieu unique de rencontre entre les élus et les acteurs associatifs, l'UNCAS, sous ses différentes formes à travers les années, est devenu un acteur incontournable, je le dis, des solidarités de notre pays depuis un siècle. Preuve en est la présence cette année encore d'un membre du gouvernement à nouveau. Et je veux tout d'abord rendre hommage à nos CCAS et CIAS de l'Hexagone et des Outre-mer et à travers eux, nos 126 000 agents territoriaux qui font vivre le service public au quotidien. Ils sont les garants de ce service public de proximité par excellence, accessible et incarné, dont nos concitoyens attendent aujourd'hui beaucoup. Ils ont été mis fortement à contribution en ce début d'année avec la vague de froid qui s'est abattue il y a quelques jours sur le pays. Et je veux en dire un mot avant de retracer l'année écoulée et vous parler un peu d'avenir. Nous savons tous combien la question du sans-abrisme est importante. L'UNCAS avait d'ailleurs alerté dans une tribune parue dans la presse à l'été 2023, et la nuit de la solidarité qui se déroule ce soir et à laquelle je participerai va dresser une fois encore, je le crains, un constat inquiétant de la situation. Je veux d'ailleurs saluer les 4000 bénévoles, les 120 associations ainsi que les villes qui sont les chevilles ouvrières de cette opération notamment organisée par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la PUR et l'UNCAS. J'ai ainsi une pensée pour les dizaines de communes adhérentes de l'UNCAS qui se sont engagées dans ce dispositif de solidarité. Je vous remercie particulièrement Léa Filoche et Audrey Garino, vice-présidente de l'UNCAS et présidente de notre Conseil national, toutes deux adjointes à la solidarité auprès des maires de Marseille et de Paris. En France, ce sont au moins 350 000 personnes qui sont aujourd'hui sans domicile personnel. Un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans, illustrant l'aggravation continue du sans-abrisme et de la précarité résidentielle. Dans le même temps, 61% des appels au 115 restent chaque jour sans solution, signe d'un dispositif d'hébergement saturé et structurellement insuffisant. Je vais vous faire une confidence de ce que j'ai vécu au mois de décembre dans ma commune Alfortville. Une dame, une jeune maman, avec un bébé de 4 mois. Impossible de lui trouver un lieu d'hébergement. La ville a pris en charge pendant 1 mois l'hôtel pour pas qu'elle se retrouve à la rue. Combien d'exemples comme ceux-là, les collègues qui sont présents dans cette salle vivent, et nous savons que nous essayons, mais à un moment donné, il faut que l'État aussi puisse nous donner les moyens d'accompagner ces personnes en difficulté. Et en plus, il faut savoir qu'il y a 2000 enfants, sûrement bien davantage, qui, parce que là, je vous parle des chiffres du 115, qui dorment à la rue en France. Et ce constat est dramatique dans un pays qui est la 7e puissance économique du monde. Face à cette crise sociale majeure,
les maires et leurs CCAS se retrouvent en première ligne, je l'ai rappelé. Nombre de collectivités ont ouvert des places d'hébergement financées sur leur propre budget, suppléant les carences de l'État. Dans mon tour de France, en Hexagone et dans les territoires ultramarins, j'ai fait presque une cinquantaine de déplacements dans ce mandat, j'ai rencontré de nombreux maires, quelle que soit leur obédience politique, qui ont ouvert dans leur commune des logements d'urgence, parce qu'à un moment donné, il nous faut aussi avoir ce logement d'urgence, mais aussi avoir les travailleurs sociaux à côté pour accompagner les familles, pour les réinsérer. Ce n'est pas seulement loger. Et donc, là encore, le bloc communal, qui est un véritable couteau suisse, répond à toutes ces priorités. Dans le cadre du PLF 2026, l'UNCAS a mis sur la table le financement d'au moins 10 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence, une mesure indispensable qui relève pleinement des prérogatives de l'État, je l'ai rappelé. Merci à nos parlementaires, hein, Sandrine Runel qui est ici, je pense aussi à Véronique Besse, que j'excuse, qui défend haut et fort les revendications de l'UNCAS. Tu en es une de nos vice-présidentes et je t'en remercie. Il est donc urgent d'augmenter ses capacités d'accueil et on ne manquera pas de le rappeler encore et encore. Alors 2005. 2005 a été une année riche de moments forts, comme notre congrès à Chambéry sur le thème urgence sociale, tenir jusqu'à quand, qui a rassemblé plus de 600 participants. J'ai également, avec l'équipe du Bureau national, multiplié les rencontres sur le terrain. Nous avons, je l'ai dit, fait de nombreux déplacements et rencontré beaucoup d'élus. L'UNCAS s'est engagé en mai 2025 dans une mobilisation nationale contre une mesure proposée dans le cadre de la simplification administrative, dite du ROCLOR, qui visait à rendre facultative la création des CCAS dans les communes de plus de 1500 habitants. J'en souris parce que ça a donné lieu à un échange entre Françoise et moi, mais je crois qu'on s'est compris, tu nous as accompagnés dans cette défense, tout à fait. Cette mesure laissait augurer d'une grave détérioration de l'accès aux droits de nos concitoyens et nous avons, en coordination avec les unions départementales, les associations d'élus et les parlementaires, souhaité rappeler l'utilité au quotidien de ce maillon de proximité qu'est le CCAS. Cette mobilisation a été un succès puisque le 10 juin dernier, le ministre de l'époque, François Rebsamen, répondait aux questions au gouvernement en retirant cette idée que l'on puisse avoir des CCAS facultatifs pour les communes de plus de 1500 habitants. Dans cette année 2025, l'UNCAS a également renforcé ses partenariats en renouvelant ses conventions avec des partenaires traditionnels comme la MNT, EDF ou Suez. On s'est également engagé avec le réseau associatif Mona Lisa, chère Isabelle Madrid, où tu nous représentes, ou des initiatives innovantes comme celle de Vacances ouvertes, cher Patrick, ou de l'heure civique. Nous avons augmenté nos formations à destination des agents des CCAS et CCAS de plus de 60%, et publié plusieurs enquêtes à l'occasion du congrès de Chambéry sur le rapport entre les élus et l'action sociale, sur l'habitat des seniors et les budgets des CCAS. Et puis nous avons continué nos actions de plaidoyer afin d'aider les décideurs publics dans leur prise de décision. Tout d'abord sur la reconstruction de Mayotte, à la suite du drame qui a touché l'île avec le cyclone Chido, et pour lequel l'UNCAS a été au rendez-vous en lançant l'hiver dernier une forte mobilisation avec d'autres associations d'élus comme l'AMF et en organisant un premier comité technique pour appeler aux dons par l'intermédiaire de la protection civile, de la Fondation de France et de la Croix-Rouge. Nous savons que c'est un travail de plusieurs années qui s'annonce et il faudra que l'État soit au rendez-vous pour déployer de manière pérenne des moyens humains, financiers, logistiques importants. Je veux d'ailleurs saluer ici l'action de notre première vice-présidente de l'UNCAS, Erika Barèche, qui s'est fortement impliquée et s'est engagée avec le bureau de l'association à faire dès 2020 de nos Outre-mer l'une des priorités de notre association. L'UNCAS a aussi suivi attentivement les propositions de loi déposées sur la vie chère, l'encadrement des loyers, ou la création d'une agence des politiques publiques dans les Outre-mer que porte le président Caner au Sénat et dont nous avons participé à l'élaboration. Enfin, nous avons alerté le gouvernement sur la vague de précarité qui s'annonçait et finalement qui s'installe dans notre pays. Ce sera l'un des principaux chantiers pour 2026, car la situation de nos compatriotes ne s'améliore pas, puisque l'INSEE nous dit qu'il y a aujourd'hui 10 millions de pauvres dans notre pays, soit plus de 15% de la population. 2 décennies de montée de la pauvreté et de la stagnation des bas revenus pèsent lourd sur le quotidien et l'avenir de nos compatriotes. Certes, notre modèle social a amorti les crises récentes, mais pour une partie de la population, les revenus du travail régressent et la baisse du chômage s'est enrayée. Et alors que nous avons célébré les 80 ans de la sécurité sociale en 2025, je ne veux pas que l'avenir soit fait de renoncement de la puissance publique au profit, par exemple, des services privés. Puisque nous sommes dans une période de vœux, j'en formule un devant vous ce matin et qui porte
sur l'impérieuse nécessité de gouverner l'action sociale dans la durée, car c'est un secteur qui demande une écoute et une action sur le temps long. Pour cela, nous sommes nombreux à croire que seule une organisation décentralisée pourra construire des politiques protectrices au plus près des citoyens. Le Premier ministre, chère Françoise, a signifié le 15 septembre dernier qu'un grand acte de décentralisation, de clarification et de liberté locale allait s'ouvrir pour déboucher sur un projet de loi au début 2026. J'ai eu l'occasion de lui rappeler dans un courrier adressé le 27 octobre le rôle essentiel évidemment des CCAS ainsi que les principes structurants de la libre administration des communes, de subsidiarité, d'adaptation aux réalités locales, d'autonomie financière et l'importance de la clause générale de compétences. Dans ce contexte, nous avons lancé en interne un groupe de travail chargé de formuler des propositions concrètes pour consolider l'existence des CCAS, faciliter leur action quotidienne et renforcer leur capacité à répondre aux besoins des habitants. De nombreuses questions restent en suspens, Madame la Ministre. Le financement des nouvelles compétences, la place de l'action sociale de proximité dans une organisation réformée ou encore le rôle des communes, en particulier celle de moins de 1500 habitants. Quels que soient les arbitrages à venir, je crois qu'il y en a déjà qui sont pris, l'action sociale ne peut s'exercer efficacement qu'au plus près des habitants. Et j'ai indiqué au Premier ministre ma disponibilité pour échanger avec lui. Les communes et intercommunalités, par l'engagement des CCAS, demeurent souvent la porte d'entrée principale pour les publics les plus vulnérables, nous le savons. C'est d'ailleurs un sujet que les maires partagent avec les autres présidents d'exécutifs locaux, et je remercie encore une fois Olivier Richefou, vice-président de l'ADF et président du conseil départemental de Mayenne, de nous l'avoir rappelé il y a quelques instants. Cher Olivier, je sais que tu tentes, comme nous tous, d'aller recettes en berne et dépenses obligatoires en hausse afin de trouver les marges de manœuvre budgétaires pour continuer à faire vivre la solidarité sur ton territoire. Il nous faut en effet endiguer le déclassement qui touche la classe moyenne avant qu'une vague de précarité ne conduise à une submersion de notre modèle social. Je disais à ce même pupitre, il y a 3 ans, les grandes attentes de l'Union nationale quant au pacte des solidarités. Je ne vous cacherai pas que j'ai une certaine déception tant au niveau des pactes locaux que du suivi national, les soubresauts institutionnels du pays n'aidant pas à développer ce genre de politique publique sur le temps long. Je veux saluer d'ailleurs Anne Rubinstein qui partage beaucoup nos constats. J'en veux pour preuve la réforme de l'allocation sociale unique, l'ASU. Comment s'engager dans une réforme sans bilan d'impact sur les gagnants et les perdants? Quelle prise en charge des besoins d'accompagnement social des personnes? Comment garantir que cette réforme ne se fasse pas à budget constant au fil des ans? Pourquoi ne pas attendre la fin de l'évaluation de l'expérimentation des territoires zéro non-recours pour laquelle l'UNCAS participe autour d'un groupe de travail interne? Les questions sont multiples et les réponses souvent évasives. L'UNCAS, elle continue d'agir dans la continuité selon les 5 priorités que nous avons déterminées en 2020. Les 2 premières, j'en ai parlé, ce sont bien entendu la lutte contre la précarité et la grande pauvreté, le soutien à nos outre-mer, je n'y reviens pas. La 3e de nos priorités est la construction de la société du bien vieillir. On y arrive. Dans une époque où en 2030, un quart de la population sera plus âgée de plus de 60 ans. Avec Véronique Besse et Isabelle Madrid, qui sont nos représentantes sur cette question, nous utilisons les ressources de l'UNCAS, acteur reconnu sur les politiques sociales, pour plaider en faveur des investissements nécessaires dans les territoires. Nous sommes en attente, tu l'as rappelé, du projet de loi ambitieux sur le grand âge. L'UNCAS a fait des propositions concrètes pour le PLFSS, comme la création de milliers de postes en EHPAD, ou pour les services à domicile, tels qu'inscrits dans le rapport 2021 de la Cour des comptes. Par ailleurs, l'UNCAS prend à bras-le-corps la question de l'alimentation, et je salue au passage nos partenaires des banques alimentaires et des Restos du Cœur. Il s'agit de la première aide facultative délivrée par nos CCAS et le programme Mieux manger pour tous, lancé il y a 3 ans. S'il est bienvenu, n'est pas une fin en soi, nos adhérents le savent. Enfin, l'UNCAS travaille activement sur la question de l'habitat et du logement, et avec Isabelle Le Callennec, vice-présidente du logement de l'UNCAS et eurodéputée, nous portons la voix des maires sur cette question capitale pour nos concitoyens. Vous le voyez, les sujets ne manquent pas pour l'UNCAS en cette nouvelle année. Et nous sommes, avec l'équipe de la délégation générale, menée d'une main de maître par Éric Signarbieu, plus que jamais au travail. Vous comprendrez que je ne veux pas vous parler des élections municipales, mais je souhaite que cesse la multiplication des réformes manquant parfois de cohérence les unes avec les autres. En revanche, je peux vous indiquer que nous célébrons et que nous célébrerons en 2026 le centenaire de l'Assemblée constituante de l'Union des bureaux de bienfaisance du Nord, préfiguratrice de l'UNCAS.
Pour cette occasion, je fais du teasing, je vous donne rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains, à un moment convivial avec notre réseau et nos partenaires à la Maison de la Radio à Paris. On fera aussi des choses de symboliques du côté de Lille et Roubaix avant. Et je vous l'annonce aussi, je vais prendre attache avec le maire de Lille pour que nous fassions le congrès de 2027 à Lille, chez toi, Monsieur le Président honoraire. Voilà ce que je voulais vous dire au-delà de toutes ces questions que l'on peut se poser. Vous dire aussi que notre association qui fête ses 100 ans est extrêmement bien gérée financièrement grâce à notre trésorier Martial Le Bourquin et évidemment à Cédric Léon, notre directeur général adjoint en charge des finances. Je parle beaucoup de société du bien vieillir, mais je vais aussi commencer à parler, puisqu'on l'a vu que nous sommes dans un solde négatif de natalité, qu'il y a plus de morts aujourd'hui que de naissances, et que ça aussi c'est un sujet qu'il faut prendre à bras le corps. Et prendre ce sujet à bras le corps, j'ai lu comme vous de nombreux articles, les futures familles elles disent « mais moi je veux bien faire un enfant, mais on se loge où? Je fais garder mon enfant comment? Mon pouvoir d'achat, est-ce qu'il avance ?» Et toutes ces questions-là, je pense qu'il ne faut pas seulement accepter une société du bien vieillir, mais comme l'avait dit le président de la République Emmanuel Macron, il faut réarmer démographiquement notre pays. Et pour cela, moi je pense, ça passe par cette question de ce que j'appelle moi la densité harmonieuse. Combien de maires ont la main qui tremble pour signer un permis de construire? Parce que derrière, ils n'ont pas les moyens d'agrandir les écoles, de faire les choses pour accueillir de nouvelles familles, pour des raisons budgétaires. Alors si j'ai un vœu à faire, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va coincer. Et si on veut que le pays avance, il faut donner les moyens aux maires que ce pays avance, avec notamment le retour, je l'assume, de la taxe d'habitation, de pouvoir permettre aux maires de continuer à développer leur commune, plutôt que de l'enfermer dans une gestion qui nous emmène au constat que je vous ai fait sur un pays qui vieillit, où des parents ne veulent plus faire de bébés, et on a besoin des maires armés aussi pour ça. Je vous remercie.